Alors aujourd'hui, je vous propose alors non pas un déballage comme on a pu le faire déjà 2 fois sur la chaîne, mais plutôt un retour en arrière dans le temps pour explorer une revue, un magazine ancien consacré aux jeux, et pas seulement aux jeux d'histoire, hein, on va le voir, mais une revue qui a quand même beaucoup compté, hein, pour les gens des années 80, hein. C'est une publication, donc Jeux et stratégie, qu'il faut quand même la nommer, qui a commencé en 1980, donc là c'est le premier numéro, on est en 1980, et qui va durer une décennie exactement, puisqu'elle s'arrête en 1990. Voilà. Et elle va beaucoup compter parce que après, il y aura des choses plus spécialisées, avec le journal du stratège pour les jeux de stratégie, avec Casus Belli pour les jeux de stratégie et pour les jeux de rôle. Et puis, bon, d'autres publications comme Vae Victis qui arriveront plus tard. Mais disons qu'au départ, Jeux et stratégie, ça va être à la fois une revue qui parle de jeux en général. On va voir, hein, qu'il y a les classiques, les jeux d'échecs, les jeux de dames, le bridge, etc. Mais aussi de cette nouvelle culture en fait qui nous vient d'Amérique, hein. Même si l'origine du jeu de stratégie c'est l'Europe, mais disons que sa commercialisation c'est plutôt l'Amérique, et donc cette culture du jeu de stratégie et du jeu de rôle, eh bien donc elle va venir comme ça en France, d'abord dans cette revue qui n'est pas une revue vraiment spécialisée là-dedans, mais qui fait une large place. Voilà. Et moi, c'est un magazine que j'aimais beaucoup acheter à l'époque, hein. Alors j'étais tout jeune, hein. Alors, j'étais trop jeune pour le numéro 1, hein. Mais je l'ai acheté plus tard, hein, dans le courant des années 80. Et actuellement, j'essaie de me refaire ou de me faire la collection complète. Et donc j'étais très content de trouver ce numéro 1. Voilà, alors ce qu'on peut dire déjà, quand on regarde la couverture de Jeux et Stratégie, c'est qu'on voit d'abord immédiatement la dépendance à Science et Vie, hein. Donc vous voyez, si on prend l'appareil, la tranche un petit peu, hein, on voit Jeux et Stratégie numéro 1, trimestriel, etc. Suisse, Canada, Belgique. Et c'est où? Ah voilà, c'est là, je pensais que c'était sur la tranche, mais c'est ici en bas. Supplément à Science et Vie numéro 749. Donc au départ, Jeux et stratégie, en fait, c'est un supplément à Science et Vie. Alors, sans doute, vous connaissez, de toute façon, si vous êtes sur cette chaîne, vous connaissez Jeux et stratégie. Peu de risques que vous ne connaissiez pas. Mais je dirais les gens qui tomberaient par hasard sur cette vidéo, qui ne sont ni amateurs de wargame ni de jeux de rôle, eh bien, vous connaissez sûrement Science et Vie. Parce que Science et Vie, disons, c'est la plus vieille et la plus vénérable, la plus connue des revues de vulgarisation scientifique en France et peut-être même dans le monde, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. Mais voilà, je me suis. Alors, j'ai pas voulu me trop préparer cette vidéo, hein, mais j'ai quand même regardé 2-3 petites choses avant pour vérifier. Et Science et Vie a été fondée en 1913. Hein, vous voyez, depuis 1913 et jusqu'à encore aujourd'hui, hein, vous pouvez encore trouver Science et Vie dans les maisons de la presse aujourd'hui. C'est un mensuel donc qui nous parle de la science, hein, et de tout ce qui a un rapport avec la science. Donc, et c'est vraiment très très connu comme publication de vulgarisation scientifique. Et c'est dans le cadre de Science et Vie donc que il a été décidé de créer donc un supplément sur les jeux. Et alors, au départ, c'est vraiment ça. Et ensuite, petit à petit, là, je dis vous allez voir, enfin, je pense que vous allez voir parce que je compte montrer d'autres numéros de Jeux et stratégie. On va voir progressivement que voilà, cette référence à Science et Vie va diminuer de taille, et puis elle va même disparaître, hein, bien que Jeux et stratégie va rester, dans un premier temps en tout cas, dans le giron de l'entreprise qui publiait également Science et Vie. Voilà, alors si on regarde d'autres éléments de cette première couverture,
on remarque la reproduction ici de quelque chose qui nous est familier, à nous, joueurs de jeux d'histoire, c'est-à-dire une carte hexagonale avec des éléments de terrain, un pont, une ville, une rivière, de la forêt, et en fait, et un nom, alors un nom qui est imaginaire, un Urft, parce que ici c'est un emprunt graphique au jeu en encart qui se trouve dans ce numéro 1, hein, dont on parlera plus tard, enfin je peux déjà montrer qu'il est là, donc en plein milieu, hein, la guerre des ducs. Et alors, j'ai deux choses à dire là avant de commencer déjà sur ce jeu en encart. D'abord, pourquoi le jeu et stratégie nous plaisait autant dans les années 80, c'était en partie parce qu'il y avait dans chaque numéro, donc, alors la revue était trimestrielle, enfin annoncée comme trimestrielle, mais en fait, dès le numéro 2, elle est devenue bimestrielle, donc ça paraissait tous les 2 mois. Et puis à la fin de jeu et stratégie, c'était même mensuel. Et ce qui faisait un petit peu l'intérêt de jeu et stratégie, c'était qu'il y avait un jeu. Il y avait un jeu à chaque fois. Et un jeu complet, avec ses règles, avec sa carte, on y rejettera un œil tout à l'heure, avec ses pions. Enfin voilà, on achetait 12 francs, donc un journal, une revue, un magazine. Et en plus des articles, on avait un jeu complet. Alors, c'était pas toujours un wargame, mais c'est quand même intéressant de voir que le premier jeu a été un wargame. Et alors, l'autre raison aussi, pourquoi j'en parle aussi longuement tout de suite, c'est parce que je vous ai dit, vous avez vu peut-être dans la partie blog de la chaîne, j'ai annoncé cette vidéo en faisant référence au décès récent de François Marcela Froideval. Donc François Marcela Froideval, qui est un des pères, on va dire, de l'introduction, enfin une des personnes qui ont introduit en France le wargame et le jeu de rôle, hein, et qui est mort récemment, il y a quelques semaines, et qui est justement l'auteur de ce premier jeu en encart dans Jeux et Stratégie, donc qui s'appelle la guerre des ducs. Voilà. Alors on reparlera aussi de la guerre des ducs bientôt parce que j'ai vu que quelqu'un avait fait un module, je ne sais pas si on dit module pour Tabletop Simulator, mais comme pour Vassal, mais enfin en tout cas voilà, l'équivalent d'un module Vassal pour Tabletop Simulator, cet outil donc sur Steam qui permet de jouer en ligne à des jeux de plateau. Donc il a numérisé la carte, il a numérisé les pions, et on peut jouer désormais donc sur un ordinateur à ce jeu qui n'a jamais eu d'autre existence que dans le numéro 1 donc, de la revue Jeux et Stratégie. Donc peut-être je ferai une partie un jour en vidéo de cette guerre des ducs. Alors voilà, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Le wargame inédit à détacher. On nous parle de jouer au Go-Moku et le morpion japonais. On nous parle des nouveaux jeux, des jeux de LED, des labyrinthes originaux, des jeux mathématiques, des casse-têtes, des jeux programmables. Alors voilà, c'est intéressant de le noter, parce que là, il n'y a pas grand-chose. On va voir qu'il y a un programme pour une calculatrice. Mais par la suite, Jeux et Stratégie va également faire la recension des jeux vidéo. Surtout des jeux vidéo un peu intellectuels, parce que voilà, on est au début des années 80. Le lectorat de Jeux et Stratégie, c'est un lectorat de gens assez mûrs, on va dire, hein, à l'époque, même si des tout jeunes comme moi, on va acheter aussi Jeux et Stratégie. Mais les gens qui s'y intéressent, je dirais le premier cercle, c'est plutôt des gens qui ont déjà peut-être 19 ans, 20 ans, 25 ans, etc. Et qui jouent à des jeux de stratégie, à des jeux d'aventure, etc., plus qu'à des jeux peut-être très simples. Donc il y aura des recensions de jeux vidéo, notamment de jeux d'aventure et de jeux de stratégie, sortis sur les ordinateurs de l'époque, hein, les premiers micro-ordinateurs, dans les numéros suivants de Jeux et Stratégie. Voilà, et puis là, vous voyez les classiques des classiques, hein, j'ai envie de dire. Hein. Les échecs, les dames, le bridge, le tarot, le Scrabble, le Go. Alors on verra comment c'est traité, parce que vous allez voir que Jeux et Stratégie, c'est vraiment aussi un magazine de jeux, mais au sens strict, c'est-à-dire ça ne fait pas que de parler des jeux qui sortent. Vous avez à l'intérieur, vous pouvez jouer à l'intérieur, hein, comme dans les choses que les gens achètent l'été là pour jouer sur la plage. Mais sauf que là, les jeux proposés sont un peu plus élaborés. Alors ici, on a une publicité pour le Mastermind, encore un classique de cette époque, hein, avec justement une édition électronique du Mastermind. L'éditorial, hein, le jeu est le propre de l'homme, bien avant le rire. Bon, voilà, le ton est donné. Hein.
dans cet éditorial. Oui, alors je note aussi que l'éditorial se termine par « Bref, à vous de jouer ». Et ça aussi, hein, ça consonne avec ce que j'ai dit juste à l'instant. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec son exemplaire. Alors j'ai de la chance, parce que cet exemplaire que j'ai trouvé donc d'occasion, bien sûr, l'acheteur n'avait pas tellement joué. Donc vous verrez que là où on a des labyrinthes, là où on a des endroits où il faut écrire au crayon papier pour jouer, hein, dans le magazine, lui, il n'a rien fait. Donc il est vraiment immaculé, le magazine. Voilà, alors là on a un sommaire, on retrouve un peu tous les éléments, le wargame en encart, les classiques, échecs, etc. Et puis toute une partie vraiment journal, hein, avec bon d'essai et avec même, on verra, une interview avec un invité prestigieux, l'écrivain Georges Perec. Et puis on nous annonce aussi des choses différentes. Voilà, par exemple la BD de Claude Lacroix, hein. On verra Claude Lacroix qui sera un nom, peut-être pas très célèbre de la bande dessinée, mais enfin qui quand même va publier des bandes dessinées aussi assez connues, enfin du moins qui auront une certaine importance par la suite, et qui publiait dans Jeux et Stratégie une BD qui était également un jeu, on verra tout à l'heure. Voilà, alors ici, jeux et joueurs, on vous parle du Pion d'Or. Alors le Pion d'Or, c'est comment dire, un prix, enfin voilà, oui, un prix décerné par Jeux et Stratégie, hein, et on verra que ça va durer un certain temps, hein, ça sera un prix quand même assez reconnu. Qu'est-ce qu'on a d'autre à se mettre sous la dent? Là, on a une rubrique typique, hein, de ce genre de magazine, Jeux et Stratégie à jouer pour vous, ou avec tout simplement des parutions, hein, des parutions de jeux qui sont commentées, où les rédacteurs donnent leur avis, hein, sur la qualité de ce qui paraît, hein, chez les éditeurs. Alors on voit que c'est très divers, hein. Vous voyez là il y a une grille hexagonale. Alors, on voit que c'est pas un wargame, hein, Alaska, mais ça y ressemble un petit peu. Là en revanche ce sont des jeux plus proches des jeux classiques, type jeu de dames. On voit bien, ça ressemble à un damier, hein. Bon, ce genre de choses. Alors, on continue avec les articles. Alors là, on fait référence à des événements. Par exemple, le pape Jean-Paul II qui se fait offrir une boîte d'Othello. Et ça permet ce parallèle amusant, Othello au Vatican et Marx à Wall Street. Ça, c'est parce que vous avez un jeu ici qui ressemble un peu à un Monopoly, hein. Je pense que ça m'a tout l'air d'être une sorte de Monopoly, dans laquelle on voit sans doute un personnage représentant le capitalisme faisant un bras de fer avec Karl Marx. Et d'ailleurs, le jeu s'appelle Class Struggle, la guerre des classes, la lutte des classes, pour reprendre la terminologie marxiste. Voilà, donc un jeu sur la lutte des classes. Les échecs à la télé, là on fait référence sans doute à une émission qui devait passer à la télévision à l'époque. J'essaie d'aller quand même relativement vite, hein, pour vous permettre de voir un peu ce qu'il y a dans un numéro de Jeux et Stratégie, dans le numéro 1 en tout cas. Ici, on a à nouveau des recensions, hein, on est toujours dans la même rubrique. Jeux et Stratégie à jouer pour vous, recensions de jeux qui sont parus. Alors chaque fois, on a le prix, hein, on a l'auteur, le prix, le nombre de joueurs. Donc on est bon dans la partie critique, hein, qui est tout à fait classique. Alors le banc d'essai, voilà, alors c'est intéressant parce qu'il n'y a pas que des critiques de jeux qui paraissent donc, mais on a aussi des critiques de matériel. Alors plus tard, hein, dans les numéros ultérieurs, on aura des ordinateurs par exemple, puisque c'est vraiment les débuts de la micro-informatique. Là, ce sont des appareils qui ne sont pas vraiment des ordinateurs au sens complet du terme, mais qui sont des machines, en tout cas électroniques, qui permettent de jouer, quand on est tout seul, à un jeu classique, hein, un jeu de plateau classique, les plus classiques d'ailleurs, parce que la machine, hein, l'ordinateur presque, pourrait-on dire, va jouer contre vous, hein. Donc vous avez par exemple un jeu de dames ici, vous avez des jeux d'échecs ici, et même un jeu de bridge électronique. Voilà, donc ces jeux électroniques, hein, qui sont, même chose, hein, c'est typique de l'époque, hein, vont vraiment donc susciter l'intérêt
de magazines comme celui-ci. Enfin, d'ailleurs, je pense que c'est un des seuls à en parler à l'époque, hein. Donc je dis comme si c'était banal. En fait, non, ce sont vraiment des précurseurs. Voilà, donc là, je crois qu'ils font un... Voilà, c'est ça, j'avais un tout petit peu révisé quand même. Là, en fait, ce sont des comptes rendus de parties. Voilà, donc vous vous souvenez la vidéo sur... alors là, c'était une publication hyper récente, hein, sur Basic Training, le magazine consacré à ASL Starter Kit. Il y avait des comptes rendus de parties. Notamment, il y avait un long compte rendu d'une partie d'ASL. Ben là, vous avez des comptes rendus de parties sur ces machines électroniques qui permettent de jouer contre l'ordinateur, donc aux échecs par exemple. Et donc là, voilà, ils racontent un petit peu comment ça se passe, comment ça s'est passé leur partie contre la machine, hein. Même chose avec le bridge, hein. Voilà, donc là aussi, vous avez le compte rendu de la partie. Le backgammon, puisqu'il y avait aussi bon, je connais moins bien le backgammon, enfin il y avait aussi une machine permettant de jouer seul contre la machine, donc au backgammon. Les dames, hein. Voilà. Et bon, notre verdict, vous voyez, chaque fois, hein, voilà, mais là c'est pour le jeu de backgammon électronique, et là c'est pour le jeu de dames électronique, donc chaque fois le verdict, c'est un magazine de test, hein, donc c'est normal, on teste les machines, on teste les jeux, et on donne son opinion. Là, vous avez un jeu de lettres, voilà, qui s'appelle le Bogle, hein, voilà, qui est commenté. Donc, vous voyez, on est loin du wargame là, hein. On voit que le jeu de stratégie est très généraliste, hein. Alors là, on rentre un petit peu dans autre chose. On rentre dans les jeux que l'on va pratiquer avec son magazine, hein. Donc là, vous prenez votre crayon, votre gomme, et vous entrez ici et vous essayez de sortir en bas, hein, en respectant un certain nombre d'éléments. On voit qu'il y a des pièces du jeu d'échecs qui ont été disposées, qu'on a également les couleurs des différents dans les jeux de dames, hein, on a les piques, carreaux, etc. Donc il y a certainement, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais enfin, voilà, il y a certainement des choses à récupérer. Il va falloir récupérer certains symboles et sortir du labyrinthe par le chemin le plus court, j'imagine. Il y a des dés aussi. Donc voilà, et donc ça, c'est un jeu que vous pratiquez comme ça avec votre magazine. Alors, voilà, solution, c'est ce que je cherchais. Alors, on n'est pas dans le genre de magazine, en tout cas pas dans le numéro 1, où les solutions se trouveraient dans le numéro suivant. Donc, c'est sans doute une question de périodicité, puisque voilà, dans les jeux qu'on trouve dans certains journaux, hein, qui paraissent tous les jours, les quotidiens ou toutes les semaines, les hebdomadaires, on vous dit que voilà, hein, il faut attendre le prochain numéro pour avoir la solution des différents jeux qui sont proposés. Bon, ici, quelque chose qui est prévu pour paraître de manière trimestrielle. On va peut-être pas attendre dans 3 mois, hein, pour avoir les solutions. Donc vous aurez toujours les solutions qui vont se trouver à la fin, hein, du numéro. Voilà, ici, à partir de la page 96. Vous voyez. D'ailleurs, on peut peut-être trouver, voilà, hein, vous voyez. Voilà la solution du jeu. Alors, si vous comptez le faire, je vous déconseille de regarder ce que vous allez voir à l'écran là maintenant. Mais voilà le parcours qu'il fallait faire, hein, pour page 25 pour gagner, hein, dans ce jeu qui était proposé. Voilà, alors ensuite, on continue, hein, rapidement. Voilà, compter les chiffres, multiples et diviseurs. Vous voyez, on est vraiment dans des jeux de logique là, hein. De l'as de pique à l'as de cœur. Alors il faut sauter alors celui-là, j'avais essayé de le faire. Sauter de carte en carte pour joindre l'as de pique à l'as de cœur. Chaque saut est horizontal, vertical, vers la gauche, la droite, le haut ou le bas, mais jamais en diagonale. Alternez 2 sortes de sauts vers une carte de même couleur, trèfle à trèfle, cœur à cœur, vers une carte de même valeur, valet à valet, 9 à 9. Recommencez par un saut de même couleur. Quel est le chemin le plus court? Donc voilà, vous aurez bien sûr les solutions, toujours page 96. Donc on peut avancer donc par une carte de même couleur mais il faut alterner. Donc si on a choisi, on va s'amuser à le faire juste comme ça rapidement. Donc il s'agit d'aller de l'as de pique ici à l'as de cœur en bas à droite. Et donc par exemple, vous voyez, si vous choisissez d'abord, par exemple, mettons que vous choisissez la valeur. Donc vous pouvez par exemple sauter ici
de l'as de pique à l'as de carreau. Alors maintenant que vous êtes à l'as de carreau, vous devez alterner. Donc on peut plus prendre il faut prendre un carreau. Voilà. Bon, c'est pas grave, vous pouvez passer au 10 de carreau, par exemple, ici. Hein, et puis, j'espère que j'ai bien compris les règles. On n'a pas de limite de distance, non, c'est ça. Donc ensuite, vous êtes obligé de passer, il faut un 10 maintenant, on est obligé de prendre un 10. Alors vous voyez, le problème, c'est qu'on ne peut pas se rapprocher du but, parce qu'on n'a rien qui nous permet de nous rapprocher du but. Si on veut un 10, là maintenant, on est obligé de régresser, on est obligé de repartir ici. Là, on a un 10 de cœur, vous voyez. Et là, on a le droit de prendre du cœur. Alors on peut peut-être revenir ici, avec le 2 de cœur, vous voyez. Et puis, est-ce qu'on a un 2 qui va nous rapprocher de... pas vraiment, hein, on est un peu bloqué là, parce que vous voyez, on n'a pas de 2. Là, il nous faut un 2, hein, donc on n'a pas de 2 ni ici, ni ici. Voilà, donc là, on est bloqué. Il faudra certainement recommencer avec ce... Je suis un peu perturbé parce que ma femme qui filme me fait des gestes. Bon, bref. Voilà, donc là, il faut un 2. Hein. C'est pas la question du cœur, c'est la question du 2. Et voilà, bon, on est bloqué. Alors, voilà, c'est ce genre de jeu qu'on peut s'amuser à faire avec ce magazine. Alors, voilà, passons à autre chose, tout à fait autre chose. Donc, Georges Perec. Alors, Georges Perec, bon, alors, on connaît pas, hein, mais voilà, c'est un écrivain assez connu quand même. Hein. L'Oulipo, c'est le fondateur de l'Oulipo. Et l'Oulipo, c'est un petit peu un courant littéraire, une école littéraire, même on pourrait dire, hein, qui a eu son heure de gloire dans les années 60-70, et qui, justement, voulait un petit peu faire de la littérature une pratique ludique. Donc, par exemple, vous connaissez peut-être les récits de Raymond Queneau, qui, en fait, reprend la même histoire en la racontant de manière systématiquement différente. Hein. Donc en prenant le point de vue d'un personnage, puis le point de vue d'un autre personnage, en commençant par le début, en commençant par la fin, en donnant une version comique, une version tragique, en donnant une version qui ressemble à un roman réaliste, une version qui ressemble à un roman policier, etc., etc. Une version en vers, une version en prose, enfin voilà. Donc il y avait vraiment cette idée de jouer et de se donner des contraintes pour ensuite produire des textes. Donc c'est assez logique finalement. Vous voyez, je fais encore un petit aparté. L'Oulipo, finalement, ça fait beaucoup. Enfin, ce que je viens de dire fait beaucoup penser aussi au surréaliste avec l'écriture automatique. Mais l'écriture automatique, voilà, c'est l'inconscient qui écrit. Là, c'est vraiment le jeu, c'est-à-dire c'est un jeu conscient, hein, avec les mots, avec les phrases, avec les histoires. Donc voilà, donc le choix du magazine là, d'aller interroger un écrivain comme Georges Perec, c'est quand même un bon choix, parce qu'ils n'ont pas pris n'importe qui, ils ont pris quelqu'un dont l'œuvre littéraire justement repose en grande partie sur le jeu. Donc voilà, c'est assez bien vu. Alors ça me fait penser aussi, je le dis en passant, que j'ai découvert récemment qu'une autre figure intellectuelle assez importante de ces années-là, des mêmes années, à savoir le philosophe Guy Debord, pratiquait le jeu de stratégie, et a même créé lui-même un jeu de stratégie avec ses règles. Il l'a même édité lui-même. Alors je pense qu'on sera amené à en reparler un jour, parce que voilà, c'est un peu comme Georges Perec, hein, bien sûr, Guy Debord est très connu, hein, dans le domaine littéraire, philosophique, mais peu de gens savent que c'était également un joueur. Donc on sera sans doute amené à en reparler. Voilà, alors oui, on est encore avec Georges Perec ici. Là, on attaque une rubrique qui s'appelle les grands classiques. Donc c'est Nicolas Giffard qui s'en occupe. Je dis ça comme ça, hein, je ne connais pas du tout ce rédacteur. J'ai sans doute loupé des rédacteurs avant que je n'ai pas mentionné, mais là voilà, je le vois, je le dis. Alors les grands classiques, alors là on est dans le jeu d'échecs, c'est-à-dire avec des problèmes. Donc là encore, solution toujours page 96.
C'est-à-dire, le magazine va vous proposer, vous jouez aux échecs, vous êtes passionné par les échecs, va vous proposer des situations. Voilà. Vous êtes dans cette situation, par exemple, cette situation-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner, hein? En combien de coups vous pouvez mettre échec et mat votre adversaire, par exemple, à partir d'une situation donnée, représentée comme ça sur l'échiquier. Donc voilà, une manière assez intelligente de passer le temps en essayant de savoir en combien de coups et comment on peut parvenir à gagner à partir d'une situation proposée par le magazine. Alors vous en avez un grand nombre, hein. Alors, plus original, parce que des revues où on présente des problèmes d'échecs, j'en ai vu d'autres. Mais alors avec le Scrabble, j'avais jamais vu. Donc là, c'est pareil, hein. Vous avez des situations de jeu de Scrabble avec des mots qui ont déjà été posés, hein. Et on vous demande, combien de mots d'au moins 9 lettres pouvez-vous composer sur cette grille. Donc vous avez une grille de Scrabble qui a été commencée. Donc on imagine qu'on prend une partie de Scrabble en cours et on doit terminer la grille, hein. Voilà. Écoutez, donc c'est assez original. Des problèmes de bridge. Donc pareil, alors le bridge, j'y connais absolument rien, mais voilà. Donc vous voyez, des problèmes plus ou moins faciles, donc très faciles, plus délicats, pour les très bons joueurs, hein, etc. Donc on vous dit, à partir j'imagine, de votre main, hein, même si j'ai jamais joué au bridge, on vous dit voilà ce que vous pouvez faire, et on vous demande donc de jouer, de donner la solution. Voilà. Et encore une fois, les solutions seront données à la fin du magazine. La même chose avec le jeu de Go, auquel je ne connais absolument rien non plus, hein, donc je ne vais pas m'y attarder. Le jeu de dames, voilà, alors là je connais un peu plus, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Voilà, donc encore une fois, vous voyez ici, par exemple, je sais pas, diagramme numéro 9, application du thème du coup de butoir, toujours spectaculaire et souvent déroutant. Bon, là, j'ai pas très bien compris pour autant ce qu'il fallait faire. B plus en 5 temps. Ah oui, donc j'imagine qu'il doit falloir éliminer tous les pions adverses en 5 coups. Et donc on doit décrire le parcours que l'on doit faire pour prendre tous les pions. J'imagine. Bon, je passe. Le tarot, voilà. Encore des jeux à partir du tarot. Là, on a des jeux classiques, encore une fois, avec des figures géométriques. Une publicité pour une version du jeu Othello. Une publicité pour jeu des cartes. Ah oui, alors ça c'est intéressant de le signaler en passant. Les plus anciens connaissent forcément, hein, donc jeu des cartes qui était à la fois une franchise, donc une enseigne de boutique de jeux dans les grandes villes françaises, et puis un éditeur de jeux assez important. Là aussi, en quelques minutes tout à l'heure, pour essayer de me rafraîchir la mémoire, j'ai découvert, là j'ai pas redécouvert, j'ai vraiment découvert que le fondateur de Jeux des cartes, alors je crois que l'entreprise n'existe plus aujourd'hui, même s'il y a encore quelques boutiques, le fondateur de Jeux des cartes était un rédacteur à Sciences et Vie. Donc on voit quand même que voilà, ça reste, tout ça est très proche, hein, Sciences et Vie, Jeux et stratégie, Jeux des cartes. Ah oui, encore un petit clin d'œil à une vidéo qu'on a précédente, là, que j'ai postée il n'y a pas très longtemps. Ces Jeux des cartes, par exemple, qui avait repris avec la marque Eurogames un certain nombre de jeux publiés par d'autres éditeurs, et par exemple le fameux Cry Havoc dont on a parlé, hein, en faisant la recension d'Oppidum. Et bien Cry Havoc, après avoir été édité à l'origine en Angleterre, a été édité ensuite par Jeux des cartes, donc par un éditeur français, sous le label Eurogames. Voilà, alors un programme, voilà, du code à taper, vous voyez, pour jouer au jeu de mouton, au jeu de saute-mouton, sur sa calculatrice Texas Instruments TI-59. Alors ça, bon, moi j'avoue que j'ai jamais tellement programmé des jeux sur mes calculatrices quand j'étais enfant ou adolescent, mais en revanche j'ai beaucoup tapé de lignes de code prises dans des magazines pour mes ordinateurs, mes ordinateurs successifs, mon MO5, mon Commodore 64, mon Apple II, mon Atari ST, etc. Alors, quoique l'Atari ST un peu moins, parce que là on était passé à un système où on programmait moins soi-même quand même, mais sur les machines où il fallait dialoguer avec l'ordinateur par
par l'intermédiaire d'un basique, hein, comme le MO5, ben on programmait, on tapait on achetait des jeux bien sûr en cassette, mais on tapait aussi des programmes pour jouer. Hein. Et voilà, dans le numéro 1 de jeux et stratégie, il y a un petit jeu avec le programme à taper, hein, mais c'est pour une calculatrice. Hein. D'ailleurs, on vous le dit ici, hein, hier, l'ordinateur était un monstre d'un prix vertigineux que seuls des spécialistes pouvaient utiliser. Aujourd'hui, un amateur passionné peut s'acheter un micro pour quelques 6000 francs et dialoguer avec lui après quelques heures d'entraînement. Totalement vulgarisé, l'ordinateur sera demain dans tous les foyers, ce qui n'est pas faux, hein. C'est assez bien vu. Comptable, gardien ou secrétaire, infatigable. On a assez dit qu'il s'acquittera de toutes les tâches ingrates. Nous préférons ici l'envisager comme un élément de loisir et bien sûr un partenaire de jeu. Et là voilà, c'était surtout ça que je voulais lire. En attendant qu'un large public dispose d'un tel matériel, nous vous présentons dans cette rubrique des programmes de jeu pour des calculatrices de poche. Voilà, bah oui, hein, effectivement, 1980, autant quelques années plus tard, beaucoup de jeunes Français seront équipés d'ordinateurs, hein, par leurs parents. À partir de 83, 84, 85, autant en 80, hein, c'était quand même beaucoup plus rare. Et donc, c'est sans surprise qu'on trouve ici un programme plutôt pour une machine à calculer. Alors, on arrive à alors extraordinaire, on a ici, dans ce numéro 1, le Wargame, hein, qui est au centre, avec carrément un long article, donc consacré au Wargame, hein, Dieu que la guerre est jolie, écrit par, bien sûr, hein, le regretté FMF, hein, c'est-à-dire François Marcela Froideval. Voilà, donc François Marcela Froideval, hein, qui a commencé vraiment par le Wargame. Faut pas oublier que, d'abord là, son premier article dans Jeux et Stratégie, dans le numéro 1 de Jeux et Stratégie, est consacré au Wargame. C'est lui qui écrit un long article théorique sur l'histoire du Wargame. Cet article où nous sommes là, qui raconte vraiment l'histoire du Wargame, depuis l'Antiquité, hein, en quelque sorte, vous voyez. Et puis en passant par, bien sûr, les choses très connues, hein, la Prusse au XVIIIe siècle, etc., etc. Donc, un article d'histoire. Il écrit des recensions de jeux, hein, parus à ce moment-là, dont des grands classiques, hein, comme les Panzer Blitz, Panzer Leader. Et puis c'est lui aussi qui est l'auteur du fameux jeu La Guerre des Ducs, qui est en encart de ce numéro 1. Alors oui, je voulais dire que lui, il est parti du Wargame, d'ailleurs, ça se voit ici, ça se voit aussi dans les premiers numéros de son propre magazine Casus Belli, où il y a beaucoup de place qui est fait au Wargame, alors que par la suite, ce sera plutôt le jeu de rôle. Et justement, on va voir qu'il va évoluer vers le jeu de rôle, hein, parce que François Marcela Froideval est surtout très connu aujourd'hui chez les rôlistes, chez les passionnés de jeux de rôle, qui savent bien qu'il est parti aux États-Unis, donc bien après l'aventure, là, Jeux et Stratégie. Il est parti aux États-Unis et il a été l'un des bras droits de Gary Gygax. Hein, Gary Gygax, c'est le père, hein, je pense que la plupart d'entre vous le savent, c'est le père du jeu de rôle, quoi, puisque c'est le père de Donjons et Dragons, hein, c'est l'inventeur, le créateur du jeu Donjons et Dragons, qui est le jeu de rôle qui a fait connaître le jeu de rôle dans le monde entier. Hein. Et donc, François Marcela Froideval va partir aux États-Unis et va travailler avec Gary Gygax par la suite, donc, au développement des extensions de ce célébrissime jeu qui existe toujours, qui a encore aujourd'hui des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers d'adeptes, qui est Donjons et Dragons. Mais, voilà, au départ, François Marcela Froideval, c'était un pratiquant et un spécialiste du jeu d'histoire, du jeu de stratégie, du Wargame, du Kriegspiel. On le voit ici. On le voit dans les recensions donc, de jeux, hein, qu'il fait ici. Hein. Alors ça, c'est des jeux dont on va reparler parce que je suis très fan des jeux Avalon Hill et ces deux-là en particulier sont très très intéressants, Panzer Blitz et Panzer Leader. Mais vous voyez que l'univers du jeu de rôle n'est pas si loin du Wargame, hein, puisque là, les deux autres jeux qui sont proposés sont des jeux qui ont l'air, enfin surtout celui-ci, là, Sorcerer, de mélanger le Wargame, hein, le jeu de stratégie, et l'imaginaire, le merveilleux, le fantastique, avec un univers un peu comme ça, médiéval fantastique, qui sert de cadre à un jeu de stratégie. D'ailleurs, François Marcela Froideval va être l'auteur d'un jeu assez connu, hein, je crois que c'est Ave Tenebrae, j'espère que je ne me trompe pas, qui sera un jeu de stratégie dans un univers médiéval fantastique.
On a un jeu de stratégie maritime hein, sur la Première Guerre mondiale, Dreadnought, donc, qui veut dire cuirassé, pardon, donc les gros bateaux de guerre de surface. Hein. On a Napoléon à Austerlitz, un jeu français. On a Les dernières batailles de Napoléon, qui là n'est pas un jeu français, mais qui nous parle évidemment. Voilà, qui est un jeu assez connu, un classique aussi du wargame. Voilà, donc là l'article continue. Alors ensuite, toujours François Marcela Froideval qui continue d'écrire sur le wargame. Cette fois, il nous parle de tactique de base. C'est-à-dire, il nous fait un article un petit peu généraliste qui pourrait fonctionner pour tous les wargames. Alors évidemment, c'est surtout les wargames à base de zones de contrôle, hein, où il va nous expliquer comment avoir une stratégie défensive, avoir une stratégie offensive, comment encercler les unités, etc. Et ça, c'est des choses qui sont valables pour plusieurs jeux, pas seulement pour un seul système. Ensuite, le fameux jeu La Guerre des Ducs. Alors, je vous montre un petit peu la carte que je n'ai pas très envie de la détacher. Voilà. Et donc avec les règles. Hein, avec les règles. Ici, la petite mention de la Fédération française des jeux de simulation stratégiques et tactiques, donc créée par, encore une fois, François Marcela Froideval, et qui va organiser des championnats de France pendant plusieurs années hein, de wargame. Hein. Donc il y aura chaque année, et c'est souvent Jeux et Stratégie qui fournira d'ailleurs le jeu, hein, pour que les joueurs ne soient pas favorisés, ceux qui jouent le plus souvent un système plutôt qu'à un autre. Eh bien, Jeux et Stratégie va sortir pour ce championnat de France chaque année, qui aura des centaines de joueurs hein, quand même. Hein. Et d'ailleurs, il y aura les comptes rendus de ces éditions dans les numéros de Jeux et Stratégie. Ils vont sortir des jeux ad hoc, hein, des jeux adaptés spécialement pour ce championnat de France. Comme ça, tout le monde découvre le jeu hein, en même temps qu'il pratique. Et ensuite, le jeu est publié dans le magazine. Voilà, alors après on repart sur les casse-têtes, donc on ne va pas épiloguer, vous voyez, toujours pareil, des casse-têtes, des énigmes, donc c'est vraiment le jeu en direct, là, hein, voilà. Hein. Donc là je ne détaille pas plus, hein, j'ai déjà montré des choses à peu près équivalentes tout à l'heure, on a même plus ou moins une grille de mots croisés, hein, tout simplement. Hein. Voilà, encore une autre. Une publicité, encore une fois, pour une machine qui permet de jouer tout seul à un jeu de société. Encore des mots croisés, des énigmes, encore une publicité, encore un casse-tête à base de labyrinthe dont il faut s'échapper, avec son crayon papier. Des questions de logique. Alors là, je ne résiste pas à vous en lire une quand même. Vous allez voir. Hein. Alors, tiens... Je ne vous montrerai pas la réponse, vous me mettrez la réponse en commentaire. Alors on va prendre le masque de fer par exemple. L'énigme du masque de fer intrigue la France depuis 300 ans. Elle intriguera longtemps encore. Quelques détails sont cependant parvenus jusqu'à nous. Incarcéré vers 1665 dans la forteresse de l'île Sainte-Marguerite, face à la baie de Cannes, transféré à la Bastille en 1690, ce mystérieux individu mourut en 1703. Fin, racé, cultivé, le masque de fer était amateur de bonne chair, de beau linge et de fines dentelles. Deux activités principales meublaient ses loisirs forcés, la musique et l'étude de la logique. En 1885, lors de la construction d'un immeuble édifié sur l'emplacement même de la Bastille, un vieux masque métallique, alors là on rentre dans le... Ce qu'il dit jusqu'à présent, là je pense c'est assez historique, bon là on rentre dans le jeu. Hein. Un vieux masque métallique partiellement rongé par la rouille fut retrouvé. Ne cherchez pas ça quelque part à mon avis. Certains esprits s'échauffèrent, mais rien à l'époque ne permit d'affirmer qu'il s'agissait du fameux masque de fer. Récemment, un historien ressortit ce masque des caves du musée où il avait été entreposé. En grattant la couche de rouille, cet historien eut la surprise de voir apparaître deux inscriptions en latin. Par ailleurs, les méthodes modernes de datation permirent d'établir que ce masque avait été fabriqué vers 1670, à 5 ans près. Comme c'est pratique. Les deux inscriptions ayant été réalisées une vingtaine d'années après. Voilà qui fit rebondir la polémique, le lieu de la découverte et la coïncidence des dates rendant plus que probable l'authenticité du masque découvert en 1885. Et cela d'autant plus que les deux inscriptions ne pouvaient avoir été écrites que par un logicien. Ces deux inscriptions étaient en effet les suivantes. « Je ne suis pas le frère jumeau de Louis XIV » et, la seconde, « Une seule de ces deux inscriptions est vraie ». On peut raisonnablement supposer que le masque de fer, savant logicien,
voilà, je pense que c'est encore une fois de l'invention totale, a volontairement laissé à la sagacité de la postérité ces deux inscriptions, dont chacune d'elles est soit vraie, soit fausse. Dans ces conditions, que peut-on déduire de ces inscriptions? Voilà, donc là, vous pouvez vous prendre la tête pendant un petit moment hein, pour répondre à cette question. Normalement, vous avez tous les éléments hein, pour répondre en lisant et en relisant attentivement ce que je viens de vous lire à voix haute là. Voilà, puis bon, c'est une sympathique illustration avec le masque de fer qui, derrière son masque, cache un autre masque. Alors, la fameuse BD, voilà, la fameuse BD de Claude Lacroix, alias, c'est assez amusant parce que son pseudonyme c'est Alias, justement. Et voilà, c'est la planète à énigmes. Alors, ne croyez pas que c'est une BD ordinaire, hein. C'est comme le reste du magazine, c'est-à-dire vous lisez la BD, hein, et à la fin, on vous dit « Le capitaine Laguedu ne fut pas facile à convaincre, il dut pourtant se rendre aux raisons de son ami, car ils embarquèrent. Mais au fait, pourriez-vous dire sur lequel des 6 astronefs ?» Donc vous voyez, à nouveau, il s'agit, c'est un prétexte un petit peu, hein, à faire fonctionner les méninges des lecteurs pour répondre à l'énigme. Voilà, écoutez, encore des petites choses sur des jeux... Enfin, sur un jeu peut-être moins connu que le Go tout court, le Gomoku, hein, qui est une sorte de variante du Go, si j'ai bien compris. Et puis les fameuses solutions. Voilà, alors je vais passer vite parce que certains vont vouloir regarder la solution du masque de fer. Donc on ne va pas leur laisser le temps de le faire, à moins de faire un arrêt sur image. Et on arrive ici à une publicité pour un jeu qui ressemble un peu à un Monopoly. C'est Monopoly, voilà. Tout simplement, c'est une publicité pour le jeu Monopoly, hein, édité par Miro, donc à l'époque, avec le fameux argent Monopoly, et puis toujours pareil, les choses à acheter, et puis une petite blague un petit peu osée, hein, oui, construire un hôtel Place Pigalle est encore rentable, hein, vous voyez, on voit le titre de propriété, là. Donc voilà, si vous avez des... C'était... Ah non, faut pas trop visionner cette page-là parce qu'il y aura les solutions de... Restons sur Pigalle. Voilà, donc titre de propriété, Place Pigalle. Voilà, hein, j'essaie de retrouver le nom du jeu vidéo auquel beaucoup jouent aujourd'hui, où il faut on joue une sorte de truand qui peut faire fortune dans la prostitution. Bon, ouais, le nom me reviendra. Mais vous voyez que déjà à l'époque, on pouvait s'acheter un hôtel Place Pigalle pour y faire quoi? On ne sait pas. Et on se termine par la 4e de couverture, qui est une publicité pour le jeu Scrabble. Donc quand même, un magazine parce que Scrabble, c'est un jeu qui était quand même pratiqué hein, mondialement et qui était très réputé. Donc il faisait quand même de la publicité dans Jeux et Stratégie. Je pense que ça servait à quelque chose d'être dans le groupe Science et Vie hein, pour avoir de belles publicités bien lucratives. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ce petit tour d'horizon du premier numéro hein, de ce magazine qui va avoir une telle influence sur l'introduction en France du jeu de stratégie et aussi du jeu de rôle. On en reparlera peut-être plus tard. Merci, à bientôt sur la chaîne.